Donc je me présente, Christian Villadrich. Je suis amateur, voilà. Oui, c'est bien ça. Donc je vais vous présenter un petit sujet assez court sur l'éclipse totale du Soleil de 2024 et aussi un petit peu des images de 2023. Et j'ai mis un titre assez long, ça s'appelle « Résultats remarquables obtenus par quelques amateurs lors de ces éclipses, là 2023-2024 ». Et vous verrez qu'il y a vraiment de très très belles choses qui ont été réalisées par les amateurs, qui étaient du domaine professionnel auparavant, donc il y a vraiment de grosses évolutions techniques. Et pour démarrer, alors je vais... Ça marche ça ou pas? Donc c'est là... Je vais démarrer par quelques images personnelles, on va dire, et par un petit clin d'œil pour Patrick. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, donc c'est surtout les gens qui ont l'écran devant les yeux qui verront bien. Donc ça, c'est une image de l'éclipse observée à la Guadeloupe en 1998, ça ne nous rajeunit pas, 25 ans, un peu plus. C'est pour illustrer un peu les progrès techniques qui ont été faits depuis. Tu n'aurais pas J'ai vu qu'il a... Ouais. Donc cette image, elle était particulière parce que... alors je vous la montre pour illustrer un peu les... Oui, je ne sais pas si vous verrez. Donc 98, on est à l'époque de l'argentique, dont les films, là ça n'existe plus depuis longtemps. Et c'était la première image amateur où on voyait la lumière cendrée. Alors, il faut me faire confiance. On voit effectivement la lumière cendrée ici, donc avec les mers lunaires, les cratères, etc. Et à l'époque, ça ne s'était jamais fait. Et cette image, c'était l'occasion d'un certain nombre de premières. Donc, on voyait des étoiles jusqu'à la magnitude 8. La couronne solaire très loin, donc c'est une couronne solaire de minimum solaire. Vous voyez, vous devinez qu'elle est étendue dans le sens de l'équateur. Au niveau matériel, au niveau optique, il n'y a pas tellement d'évolution technique par rapport à ce qu'on a maintenant. À l'époque, c'était une petite lunette fluorite de 55 mm de diamètre, un petit truc comme ça, sur monture équatoriale. C'était une autre époque, donc film. Pour les gens qui se souviennent de l'Hectar 100 Kodak, l'Olympus OM1 qui était un grand classique aussi de l'époque. Ces appareils photo à l'époque, ils avaient un problème, c'était qu'il y avait un miroir qui se relevait, donc quand le miroir se relevait, ça bougeait dans tous les sens. Donc on pouvait sur ce truc-là remonter le miroir, donc il y avait tout un tas de trucs, voilà. Et retenez ce chiffre-là, la totalité durait 3 minutes. Et en 3 minutes, à l'époque, j'avais pu faire 17 images. Alors déjà, il fallait les faire, il y avait le moteur et tout, 17 images. Et on verra après, l'éclipse de 2024, en 3 minutes, j'ai fait 500 images, voilà, facteur 10. À l'époque, c'était donc négatif couleur, scanner, il fallait scanner. Ça prenait énormément de temps, le scanner coûtait une fortune, etc. Au niveau informatique, 256 mégaoctets de RAM, c'est des mégaoctets, c'est pas des gigas. Et alors, il y avait traitement par masque flou. Le masque flou prenait 1 heure par couleur, juste un masque flou. Et le traitement complet, c'était 1 an. Voilà. C'était une autre époque. Donc, c'est ce qui faisait de mieux, finalement, il y a 25 ans. Éclipse de 2024, donc on l'a observé au Mexique. Le matériel, vous voyez, c'est ça, c'est une lunette de 80 mm. Voilà, c'est une ZWO assez classique, c'est un quadruplé. La monture équatoriale harmonique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de contrepoids, c'est plus léger. Une grosse difficulté, maintenant les voyages en avion, c'est très limité au niveau du poids, c'était 23 kg, je crois, un truc comme ça. Avant, et c'était nos limites, donc ça c'est vraiment une grosse difficulté, le poids qu'on peut transporter pour les éclipses. La grosse différence, voilà, par rapport à 25 ans, c'est le boîtier photo. Boîtier photo, donc là on est en numérique, c'est un Nikon Z7, 14 bits de dynamique réelle. 14 bits de dynamique réelle. La réponse du capteur, elle est complètement linéaire, mais vraiment linéaire de chez linéaire. Donc ça aide beaucoup le traitement.
Obturateur électronique, pas de bouger, il n'y a pas de pièce mécanique qui bouge, quoi que ce soit, enfin, donc pas de bouger. Viseur électronique, donc ça c'est bien, on peut faire une mise au point sur le soleil, vraiment, il n'y a pas de souci de précision de la mise au point. Et puis, motorisation, bien sûr, braquetine auto, ça veut dire qu'on peut changer le temps de pause automatiquement. Donc là, ce sont des séquences de 9 temps de pause différents qui sont pris en série. 65 cycles de 9 images et au total 585 images en 4 minutes de totalité. Donc là, il y a du signal, on peut faire des choses. Mais 585 images, pour les traiter à la main, on sent qu'il faut faire autrement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du traitement. Juste quelques chiffres sur la dynamique de la couronne solaire, la dynamique en luminosité. Ça va du très lumineux à pas lumineux du tout. Hein. Donc là, on a un profil, on a la luminosité de la photosphère ici. Voilà, on prend ça comme valeur unitaire. La couronne, donc il y a la couronne K, la couronne de plasma, pardon, ici, la couronne de poussière. Et en gros, la basse couronne, c'est la luminosité de la pleine lune, à peu près, grosso modo. Et puis la couronne solaire à 6 rayons solaires du centre du disque solaire, c'est la luminosité de la lumière cendrée. Donc il faut encaisser entre pleine lune et lumière cendrée comme dynamique de luminosité. Donc la solution pour faire ça, c'est un capteur avec une grosse dynamique et surtout faire des séries de temps de pause étagés pour couvrir tout ce range de luminosité. Ça fait ce genre de choses. Voilà, donc là on a les 9 images. On part de 1 250e de seconde ici. Alors là, il faut me croire, on voit juste la couronne juste autour du limbe et les protubérances. Et là, on est jusqu'à 1 seconde de temps de pause. Et après, bien sûr, il faut touiller tout ça par des moyens informatiques pour traiter, quoi. On ne peut plus faire ça à la main. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais surtout vous montrer les images. Le principe du traitement, dans son principe, il est assez simple. Il faut recentrer les images, puisque voilà, la Lune bouge par rapport au Soleil, hein, et vice-versa. Donc il faut recentrer sur le Soleil. On peut s'aider pour ça des étoiles. Et là, grâce à ce genre de capteur, on voit les étoiles dans le champ. Hein, donc il y a une étoile très brillante qu'on utilise pour recentrer toutes les images. Donc première étape, on recentre les images pour ne pas avoir de bouger sur la couronne solaire. Deuxième étape, c'est 500 pauses. En fait, là, je n'ai pas pris 500, j'en ai pris 80. On les additionne pour faire une image dite HDR. Donc, avec toute la dynamique, on a une dynamique extraordinaire à ce moment-là. Et puis après, voilà, là, il y a un gros travail, enfin une grosse difficulté, c'est qu'on a une image qui a une dynamique énorme. Et il faut trouver un moyen de montrer des détails à la fois dans les parties très brillantes et les parties les plus faibles de la couronne solaire. Donc là, il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi à ce genre de choses. Et en particulier, donc moi, ce que j'ai fait, c'est une méthode assez simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un travail alimenté par beaucoup d'échanges sur Cloudy Night, donc le forum américain. Il y a un certain nombre de gens qui ont participé à ce forum où, en gros, on échangeait sur comment il faut faire ce genre de choses. Donc, soit avec des développements en Python, en MATLAB, etc. etc. Un gros point d'entrée pour ces traitements-là, c'est aussi la thèse d'Anna Druckmüller, qui, c'est la fille de Druckmüller. Voilà. Et Druckmüller, c'est un des très grands spécialistes du traitement des images d'éclipses solaires, qui est prof de maths, alors je ne sais jamais dans quel pays il est, lui, dans un des pays de l'Est, et qui a développé toute une série d'algorithmes pour traiter les images d'éclipses de soleil. Et un autre point d'entrée aussi, c'est une bibliothèque qui a été développée pour traiter les images de satellites solaires. C'est une bibliothèque en Python qui s'appelle SunPy,
et où là, il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont déjà codés en Python, qu'on peut ensuite récupérer pour les utiliser. Donc je ne vais pas en dire plus sur les algos. Je vais vous montrer directement les résultats. Alors ça va être assez décevant parce que voilà, il y a pas mal d'éclairage parasite. Donc vous voyez, donc là on a l'ensemble, je crois que là il y a 80 images qui sont superposées. Il y a l'équivalent d'une vingtaine de secondes de pause. Et on voit voilà, toute la couronne solaire. Donc c'est une couronne de maximum, vous voyez elle est très symétrique. On devine des petites protubérances ici. Et je crois qu'après j'ai des zooms pour vous faire voir. Ça c'est une autre version. Voilà. Donc là on voit toute une série de boucles, de structures. Alors ces structures, au cours de l'éclipse, au cours des 3-4 minutes de l'éclipse, elles évoluent. On va voir ça. Je pense que là, vous voyez, là, c'est un peu différent. On a des grandes boucles, comme ça, là. Là, on a des cavités, avec des fronts brillants ici, des jets plus brillants. Donc, on a vraiment des structures très, très détaillées. Et on va voir si ça marche. Là, alors, ça va être difficile à voir là-dessus. Là, il y a une zone sombre. Normalement, quand on fait une animation, les détails sur la couronne solaire, ils vont plutôt en s'écartant finalement du Soleil. Et là, on appelle ça un blob, c'est une cavité. Elle, au contraire, elle tombait sur le Soleil, ce qui est très étonnant. Alors, on va essayer de... Je ne sais pas si ça va marcher, de faire voir l'animation. Il y a un truc qui s'affiche ou pas? Si, c'est bon. Alors, le problème, c'est surtout la luminosité ambiante. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Ouais. Ouais. Non, là, on ne voit pas trop avec les... Mais de toute façon, je mettrai la présentation sur mon site. Et en fait, là, c'est une animation de 2 images espacées de 2 minutes. Et... croyez-moi sur parole, on voit qu'il y a des petits mouvements d'expansion. Donc les détails de la couronne, on voit que ça se déplace, ça s'éloigne du Soleil. J'en ai d'autres après qui on verra mieux. Hop. Est-ce que ça... Ouais, là, on n'en voit pas trop, là, comme ça. Mais vous verrez sur mon site. Alors, là j'abandonne les images que j'ai faites. Je vais vous montrer des images qui sont vraiment exceptionnelles, qui ont été réalisées par quelques amateurs. Alors d'abord, lors de l'éclipse de 2023, en Australie, c'était une éclipse qui était assez courte, je crois que c'était 1 minute, il me semble, c'était assez court, hein. Et donc là, c'est un duo, si on peut dire, Phil Hart et Colin Legge. Alors, vous voyez le matériel. Déjà, il y a du beau matériel. Il y a deux lunettes de 15 cm, 2 lunettes de 10 cm, tout ça piloté par ordinateur. Et puis, il y avait d'autres petits matériels en plus. Et donc, c'est Phil Hart qui a fait les images. Et Colin, lui, il a fait le traitement. Colin, lui, c'est un très très bon informaticien, donc vous allez voir ça. Le détail que ça peut avoir. Là, c'est une des images les plus résolues de couronne solaire. Voilà, c'est pas compliqué. Là, il y a vraiment... Vous voyez la protubérance ici, qui part ensuite, c'est une source de cavité finalement, vous voyez, toc, comme ça. Toutes les boucles ici, très complexes, des jets qui partent, comme ça. C'est vraiment une structure partout, quoi. Là, c'est un traitement qui est très agressif. Quand vous verrez l'image sur l'écran de votre ordinateur, on devine les défauts du capteur, mais quelque part, c'est pas gênant, c'est pas le but. Là, on veut vraiment voir tous les détails possibles dans la couronne solaire. Donc l'image est vraiment fantastique. Vous voyez, il y a des détails de partout, et surtout des détails à la fois très proches du LEM solaire, là où c'est très lumineux, et des détails, même quand on s'éloigne, où c'est pas lumineux. Donc ça, c'est vraiment
ce qui se fait de mieux en haute résolution solaire sur les éclipses. Donc ça, c'est Finn Hart et Colin Legge. Et puis après, on va passer côté français. Nicolas Lefaudeux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, il a fait vraiment de très très belles choses en imagerie d'éclipse. Alors on va voir si ça marche. Il a fait c'est probablement la première image, la première détection de ce qu'on appelle la mésosphère. La mésosphère, c'est quoi? Donc là, vous voyez, on est quasiment au contact C2. Ce qui est rouge, c'est la chromosphère. Jusque-là, tout va bien. Et en dessous, vous voyez, ce qui est blanc, c'est la photosphère qui passe par les vallées lunaires. Et tout au-dessus, entre les deux, il y a un petit liseré bleu. Alors, ce liseré bleu, ce n'est pas l'aberration chromatique, ce n'est pas la dispersion sphérique, c'est effectivement la mésosphère. La mésosphère solaire. Donc, ça veut dire, vous imaginez la photosphère. La partie la plus haute de la photosphère, c'est la mésosphère. On peut dire aussi que c'est la partie la plus basse de la chromosphère. Voilà, c'est ça. Et ce truc-là, ça avait été observé en spectro quand on fait ce qu'on appelle les spectres flash, juste au moment des contacts. On voyait qu'il y avait des choses. Il y avait des images qui semblaient montrer ce liseré bleu, mais c'est des images qui étaient un peu contestables parce que c'était fait avec des appareils photo qui avaient du chromatisme. Voilà. Là, vraiment, les conditions sont parfaites. Le soleil est très haut. Il n'y a pas de problème de dispersion atmosphérique. L'instrument est vraiment achromatique. Il n'y a pas de problème d'aberration chromatique. Et voilà. Et on voit vraiment ce liseré bleu. Donc, c'est première photo réalisée première détection de la mésosphère, et en plus par un amateur. C'est assez extraordinaire. Et normalement, on va essayer d'afficher le film. Où est-ce qu'il est le film? C'est ça. Est-ce qu'il s'affiche le film? Vous voyez? Je crois qu'il s'affiche plusieurs fois. Voilà, là on voit le bleu, pof. Voilà. Donc c'est vraiment c'est vraiment les tout derniers rayons de la photosphère avant de basculer sur la chromosphère. Et là, il y a un truc dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est extrêmement lumineux. Là, en fait, la visualisation, il y a une astuce de traitement qui permet de compresser les écarts, de limiter les écarts de luminosité. Le temps de pause utilisé pour cette partie-là, c'est 1/40 millième de seconde. Quand j'ai lu le truc, j'ai cru qu'il avait mis un 0 en trop. Parce qu'un 40 millième, je ne savais même pas qu'il y avait des appareils photo qui faisaient du 1/40 millième. Si, c'est 1/40 millième. Sinon, c'est surexposé, on voit que du blanc. Donc vraiment, là, il faut l'appareil photo qui va bien pour voir ça. Donc vous voyez, première détection de la mésosphère, et c'est fait par un amateur. Alors Nicolas, il a fait d'autres très belles choses. Alors je ne sais pas si ça... Voilà. Ça marche, ouais. Donc ça, c'est une image grand champ de la couronne solaire avec un téléobjectif 200 mm ou RA2. Voilà. L'appareil photo, en fait, il est sur un trépied tout simplement, parce que comme c'est un grand champ, c'est pas très gênant les déplacements. 155 secondes de pause cumulée. Presque 3 minutes, presque. Ça fait un paquet. Et alors, vous verrez, une fois que vous serez chez vous, que vous verrez sur votre écran, le champ est complètement couvert et on voit la couronne solaire jusqu'à 12 rayons solaires. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, magnitude limite 12,5. Et alors c'est vrai, là on ne voit pas trop, mais on voit vraiment des structures dans la couronne qui sont... Il y a des espèces de volutes, de bouffées, etc. C'est vraiment fabuleux. Et ça, c'est une comète. En fait, il y a deux comètes. Il y a une comète qui est là et l'autre, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Oui. À 1h, ouais, par là. Tu vas descendre là, voilà. Ouais, voilà. C'est pas une étoile. Donc ça, c'est une image complètement fabuleuse. Ça, c'est une image de fou. Mais avec du matériel, somme toute, un trépied, un beau téléobjectif. Voilà, un beau téléobjectif, voilà.
Mais bon, c'est pas une expérience, je sais pas, à 100 000 euros, quoi. Et puis, là, ça devient... Alors, je sais pas si on va voir si on arrive à afficher. Si je clique... Voilà. Là, je pense qu'on voit mieux que tout à l'heure. C'est le fameux blob, donc qui est sombre, et qui, lui, il descend vers le soleil. Et vous voyez là, il y a des choses qui bougent aussi. Là, ce sont des mouvements d'expansion qui sont classiques, on va dire. Là, il y a des petites choses qui bougent aussi. Voilà. Donc là, ça, c'est un espace de 3 minutes, en gros. Il faut voir ça. Dans 3 minutes, on voit qu'est-ce qui se passe sur la couronne. Alors, et là, c'est une première mondiale aussi. Alors, je vais d'abord afficher ça. C'est la détection des ondes coronales en lumière blanche. Alors, d'abord, je vais vous faire voir si j'y arrive. Tac. Donc ça, c'est par satellite. C'est le coronographe Métis de Solar Orbiter. Et vous voyez que, voilà, ça c'est les ondes coronales, ça s'agite. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement qui pulse comme ça. Donc c'est fait par satellite, c'était fait en 2022, c'était la première observation directe en lumière blanche des ondes coronales. Et je vais essayer de vous faire voir ce qu'a fait Nicolas Lefaudeux depuis le sol. Est-ce que ça marche ? Vous voyez ? Ça, c'est complètement extraordinaire. Alors, bien sûr, le traitement est assez évolué parce que c'est un signal qui est extrêmement faible. Hein. Donc, il y a vraiment un gros traitement. Et vous voyez ces mouvements d'expansion, comme ça. Et puis, on voit aussi des espèces de ripples, enfin, d'ondes. Voilà, on peut mesurer une onde, une fréquence, etc. Donc, ça, ce sont les ondes coronales. Détection en lumière blanche. C'est la première fois que ça a été fait depuis le sol. Avec un télescope de 190 mm, Max-Uthoff Newton, voilà, c'est ça. Mais le traitement est vraiment extrêmement élaboré, quoi. On est dans les temps ? Ça va très bien. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Et puis pour terminer, une expérience complètement formidable. L'expérience d'Eddington, 1919, première démonstration de la relativité générale. Bon, vous vous souvenez, le principe, donc une étoile qu'on observe à proximité du lemme solaire, ça ne va pas tout droit, les rayons ils sont courbés. La valeur théorique, 1,7 secondes d'arc. C'est petit, hein. C'est petit. Donc, il y a eu 2 expéditions qui ont été montées par Eddington et puis Dyson. L'une en Australie, en Amérique du Sud, au Brésil, et l'autre au large de l'Afrique, de l'Ouest. Et c'était quand même très difficile à mesurer, ces trucs-là. Ils avaient ça comme instrument. Donc, une lunette de 10 cm horizontale, et puis un astrographe. L'astrographe, je ne sais pas combien il devait faire, 20 ou 30 cm, je ne sais pas. Donc horizontale, alimentée par un système miroir, un sidérostat, très difficile à mesurer, parce que effet thermique de dilatation, ce sont des plaques de verre, tout bouge. Les mesures, enfin les images obtenues avec l'astrographe étaient inutilisables, parce qu'entre le début de l'éclipse et la fin, la distance focale a changé, le foyer a changé, donc les images étaient floues. Donc il n'y a que celui-là qui a marché, le 10 cm, mais c'est super difficile. Ils étaient arrivés à mesurer 7 étoiles. Et ils sont arrivés à la valeur de 1,6 secondes d'arc contre 1,7 attendu. Donc c'était vraiment la preuve éclatante que la relativité générale. Bon, après on peut discuter, est-ce qu'ils avaient tordu les chiffres, etc. Il y a tout un... Voilà. Bref. Hop. Ça, c'était l'expérience d'après en 1929. Donc, vous voyez, c'est quand même du gros matériel. Hein. Donc, c'était les Allemands.
je ne sais pas ce que c'est peut-être une lunette de 30 cm probablement, avec des grosses plaques. Et on saute en 2017. Alors, je n'ai pas mis d'image de lui. Donald Bruns, un Américain, qui a décidé dans son coin se dire tiens, il y a une éclipse en 2017 aux USA, je vais retenter le coup, mais avec du matériel amateur. Une lunette de 101 mm, une caméra CCD 8 mégapixels. Il m'avait contacté à l'époque, là. Puis bon, moi j'avais écouté, je me suis dit, bon, il n'y a aucune chance qu'il arrive à quoi que ce soit. Et en fait, il a réalisé la mesure la plus précise depuis le sol, depuis tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Il est arrivé à une mesure de 1,75 secondes d'arc, c'est pile de la valeur, quoi. Il y a une précision relative. Il a mesuré 20 étoiles. Donc ça, c'est la courbe théorique. Donc c'est la déflexion en secondes d'arc en fonction de la distance au limbe solaire. Donc plus on se rapproche du limbe, plus la déflexion augmente. Les petits points rouges, c'est les points de Donald Burns, voilà. Et puis les points historiques, Dyson, c'est les bleus. Voilà. Donc en 2017, il a montré qu'on pouvait faire ça en amateur et obtenir des résultats fantastiques. Et l'expérience a été refaite, donc là c'est une coopération pro-AM. Donc ils ont appelé ça Modern Editon Experiment 2024. Des pros et des amateurs, 40 personnes au total. Il y avait beaucoup d'étudiants, 2 sites différents. Un site au Mexique, l'autre aux États-Unis. Alors un des deux a eu des nuages, je ne sais plus lequel. Ils sont arrivés à 1,84 secondes d'arc, donc pour un 75, c'est moins bien on va dire, mais bon, malgré tout, 300 étoiles mesurées, donc là ça rigole pas, et du matériel amateur. La fameuse ASI 1600, la fameuse ASI 6200, voilà. Même lunette télévue de 101 mm, ça marche très bien. Et surtout, là, il y a deux, alors ils ne sont pas vraiment amateurs. Smith, il est prof de physique, et puis son fils, je crois qu'il est chercheur. Ils ont réalisé en open source le logiciel qui fait les mesures. Donc, il fait les mesures des centroïdes d'étoiles, qui fait l'analyse, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est en open source. Donc, ça veut dire que c'est prêt pour l'éclipse prochaine. Donc, voilà, c'est les résultats qu'ils ont obtenus. Bon, beaucoup de dispersion, hein, mais bon, malgré tout. Là, ils sont prêts pour l'éclipse prochaine, qui va être surtout celle de 2027. Parce que 2027, d'une part, elle est très longue. Donc 6 minutes 27 secondes, donc ici en Égypte, hein, quand on va être dans la vallée des rois. Et ça va être très intéressant pour l'expérience d'Eddington parce que l'éclipse est à proximité de M44. Donc il y a plein d'étoiles dans le champ, donc c'est vraiment le truc idéal. Et en termes d'instruments, finalement, toutes les lunettes entre 500 mm de focale jusqu'à 800 mm, ça fait l'affaire. Maintenant, le logiciel est dispo, il y a de quoi faire, quoi. Donc si vous voulez vous amuser à ça, il y a un groupe qui s'est créé, donc MM 2027, je crois, où on peut s'inscrire, partager de l'information, etc. C'est vraiment, c'est assez fantastique de se dire que maintenant, en amateur, on peut faire ce qui a été fait en 2019 par Eddington. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions ? Y a-t-il des questions en ligne ? Il faut le... Oui. Pourquoi centrer par rapport à la couronne, oui. Par rapport aux étoiles, l'oscillant des étoiles? On connaît le mouvement. Oui. Alors en fait, j'ai un peu simplifié. Il y a donc un déplacement entre Soleil et Lune, bien sûr. Le Soleil se déplace aussi par rapport aux étoiles. Donc il faut vraiment recentrer par rapport à la couronne. Donc pour ça, on s'aide des étoiles. Et puis après, on peut calculer entre les étoiles et puis le Soleil de combien ça se déplace. On prend en compte ça. On prend en compte, voilà, c'est ça. Donc le recentrage est bien fait au final sur la couronne.
Oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Mais on cède des étoiles. C'est dans des étoiles. Exactement, voilà, exactement, tout à fait. Parce qu'on a des points, c'est précis, voilà, c'est ça. Merci.